le vrai linceul des morts, Georges Sand, une pensée à nos martyrs en cette journée du 16 janvier. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, 16 janvier 1977, date mémorable pour le Bénin. Le pays résistait à l'envahisseur avec plusieurs soldats et civils tués. Nous vous proposons dans ce journal un retour dans l'histoire. Les promoteurs de restaurants et d'hôtels de Ouidah ont le sourire aux lèvres. Le festival Vaudou 2025 a été bénéfique pour le caisse et vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis, rencontre entre la ministre Éléonore Yaïla Descamps et la communauté estudiantine. Ordre du jour, bilan de gestion de la première mandature de l'équipe rectorale issue d'un appel à candidature. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. 47 années déjà et le Bénin se souvient encore de cette agression des mercenaires ce dimanche 16 janvier 1977. C'est un fait majeur qui a coûté la vie à des soldats de l'armée béninoise et des civils. Comment a-t-il été orchestré par Bob Denard, célèbre mercenaire français? Je vous invite à suivre le récit que nous propose ici Teddy Goudalon. À l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. L'opération Crevette contre le président du marxiste-léniniste Mathieu Kérékou a commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens, bondit du vieux DC-7 au moteur encore vrombissant et décharge de mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Contrairement au coup d'État que le pays a connu depuis son indépendance le 1er août 1960, cette tentative de putsch semble venir de l'extérieur. À la tête des assaillants, Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui s'est illustré au cours de sa carrière par ses nombreux faits d'armes sur le continent. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir, le camp militaire Guézo situé en plein cœur de Cotonou et à proximité de l'aéroport et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou. Cependant, l'expertise militaire de Bob Denard se trouve rapidement confrontée non seulement à l'armée béninoise, mais aussi aux éléments nord-coréens présents à Cotonou en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes. Tandis que le mercenaire français et une de ses troupes se dirigent vers la ville, les premiers affrontements sérieux ont lieu sur le tarmac de l'aéroport. La riposte ne s'est pas fait attendre. Alors que Cotonou est encore endormi, le président et ses partisans passent un message à la radio. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. En conséquence, chaque militante et militant de la révolution béninoise, où qu'il se trouve, doit se considérer et se comporter comme un soldat au front engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger. En réalité, les rues de Cotonou demeurent vides. Des combats sporadiques entre les hommes de Bob Denard et l'armée béninoise prenant place ça et là. Mais en dépit de la supériorité militaire des putschistes et les pertes infligées à l'armée béninoise, très vite, ils décident d'entamer un repli stratégique vers l'aéroport. La situation devient alors rapidement intenable pour les hommes de Bob Denard. À 10 heures, ceux-ci remontent rapidement dans l'avion. Quelques minutes après, le DC-7 vole en direction de Franceville au Gabon, laissant sur le sol béninois une dizaine de mercenaires blessés. Dans la précipitation de l'évacuation, les assaillants ont laissé sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou des armes de fabrication française, mais surtout une caisse censée avoir donné de précieux renseignements au régime de Mathieu Kérékou.
Et en ce jour, célébrant le 48e anniversaire de cet événement historique, Canal 3 Bénin donne la parole à un aîné dans la profession du journalisme. Il s'agit du doyen Constant Agbidinoukon. Il nous relate au micro de Wahab Alikpara sa connaissance de ce grand moment de l'histoire et surtout comment, plus tard, dans sa position de journaliste, il apprécie les choses. On l'écoute. Dimanche 16 janvier 1977, à aujourd'hui, ça fait 48 ans. Imaginez-vous quelqu'un qui est né en 1977, il a 48 ans. Donc, ça fait un peu vieux. On a dit, oh, les souvenirs là sont lointains. Mais ce sont des souvenirs vivaces. Donc, ce dimanche-là, moi j'habite à Igedo et papa me disait qu'on devrait aller à la messe. Souvent, je vais à la messe avec papa. J'étais enfant de chœur à Sainte-Cécile, à Ransori, et il y avait le père Verger. Je me rappelle comme si c'était hier. Et nous avons commencé, quand nous étions à l'église, à entendre la musique militaire. Alors, moi, bon, ça ne me disait rien. Mais papa a dit, ah non, c'est pas facile. Hein. Quand il y a la musique militaire, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et d'habitude, dans notre pays, ça veut dire qu'il y a un coup d'État. Et on a commencé par suivre la musique militaire et surtout avec, je dirais, des messages. Le premier message, c'était la voix de Monsieur Simon Ifede. Je me rappelle, il était membre du bureau politique, du comité central. Et vers 11h, il y a eu plus de précision. Parce que c'est vers 11h que le président Kérékou a pris la parole. Et il a dit oui, que c'est un groupe de mercenaires à la sorte de l'impérialisme international qui a voulu remettre en cause notre révolution, celle du 26 octobre 1972, et que non, il n'est pas question, ils vont tous échouer, et qu'il n'y a nul doute, nous allons vaincre. Et effectivement, toute la journée, c'est des chansons militaires, c'est des appels à la mobilisation, c'est des appels à la responsabilité pour défendre la démocratie, la révolution. Oui, les gens diraient que c'est aussi une forme de démocratie, ce que nous vivions avec la révolution. C'est comme ça que nous avons vécu cette période triste, mais je dirais de bravoure. Oui, c'est de bravoure, parce que nous avons vaincu les mercenaires. Derrière le palais de justice, donc ils sont restés là avec des roquettes et ils ont tiré là directement sur le dôme qui servait de chambre à coucher pour le palais de la présidente de la République, pour le président de la République. Je vous assure. Ils ont tiré avec précision, parce que c'est les Français qui nous ont construit le palais. Le plan, c'est pas nous-mêmes, non. C'est un plan qui a été fait par les Français, un architecte français. C'est eux qui l'ont construit. Donc, ils savaient avec précision là où on pouvait tirer pour avoir le président Kérékou. Mais ils ne savaient pas, ils ne se sont pas bien informés. Le président ne passait pas la nuit au palais. Tout compte fait, quand il travaille, il va dans les files à eau. Et j'ai demandé à mes aînés qui étaient là, ils ont dit non, c'était la panique. On avait peur parce qu'on n'a jamais vécu ça. Et quand à la radio, les autorités venaient pour parler du mercenariat, de l'agression, nous on a pris peur. C'est comme si ces gens-là pouvaient venir ici, à la radio, et puis nous prendre, nous tuer. Donc on était sur nos gardes, mais on savait qu'il fallait servir la nation, servir la révolution. J'ai connu mon doyen, le doyen Théophile, qui est responsable des programmes, Vincent Avosset, qui est le spécialiste de la technique. Ils m'ont conté qu'ils avaient tous peur. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu merci, les mercenaires n'ont pas pris la radio en main. Et le Bénin se souvient des militaires tombés le 16 janvier 1977 dans un contexte marqué par une nouvelle attaque terroriste survenue au point triple à Banikwara le 8 janvier 2025. Une cérémonie d'hommage a été organisée ce jeudi 16 janvier en mémoire des victimes de l'agression du 16 janvier 1977 à la place du souvenir. En attendant les détails dans nos prochaines éditions, je vous invite à suivre un bout de la déclaration du chef d'état-major des forces armées béninois, Fructueux Baguedi. Il est au micro de Virgile Rodéon et Rachidi Soubero. Il y a 48 ans, notre pays était attaqué. Des militaires, des civils mobilisés et déterminés ont fait face à la menace et notre pays n'est pas tombé.
C'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre hommage à ces Béninois qui ont défendu le Bénin avec brio. Aujourd'hui, notre pays est à nouveau attaqué. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. C'est dur, mais le métier est dur. Quand on se rappelle que c'est dans une synergie d'action qu'en 1977, il y a 48 ans, nos anciens se sont levés pour faire face à l'ennemi. Il est important qu'aujourd'hui encore, dans la même synergie d'action, et militaire et civil, nous puissions faire face au terrorisme international qui nous agresse. Dans un autre registre, au lendemain des Vodou Days, les promoteurs de restaurants et d'hôtels de Ouidah se frottent les mains en raison de l'arrivée massive des étrangers dans la ville de Ouidah. Justement pour le festival, les restaurants et hôtels ont été pris d'assaut. Conséquence, ces établissements de restauration et d'hébergement ont vu accroître rapidement leur clientèle et leur chiffre d'affaires. On voit tout ceci avec Virgile Rodéon et Simon Holonou. On ne le dit jamais. Donc déjà avec l'affluence, ça en dit long quoi. Ça en dit long sur le chiffre d'affaires. J'espère que bon, on se comprend. Sans aller dans les détails, Henri Joël Lensoto confirme ainsi que les Vodou Days 2025 ont eu une incidence positive sur les caisses du restaurant qu'il dirige. Les Vodou Days, organisés par le chef de l'État, a été, excusez-moi beaucoup, un énorme succès dans la mesure où la cabane a enregistré la visite de beaucoup d'étrangers, les Brésiliens, les Haïtiens. Il y avait beaucoup de nationalités qui se brassaient avec les enfants de Ouidah et c'était vraiment du beau. Au lendemain de ce festival, bon nombre de ces étrangers sont toujours à Ouidah. Notre équipe a surpris dans ce restaurant le maire de Les Anges d'Arlette, ville française du département de la Martinique, avec quelques membres de son cabinet en train de débriefer l'événement autour d'un pot. C'était un moment très festif, très culturel, où on a vu converger vers la ville de Ouidah énormément de public, énormément de monde. Même dans l'avion, c'était déjà visible. D'ailleurs, dans le restaurant dans lequel nous sommes là maintenant, il y avait énormément de monde également. C'était une très bonne chose pour les afro-descendants que nous sommes de nous retrouver ici, autour de la culture traditionnelle. Ici, le sol africain, c'est notre terre-mère aussi. Nous sommes en train de nous rapprocher, de travailler ensemble et de voir quelles sont les actions que nous pouvons mener. C'est vrai qu'il y a eu la porte du non-retour ici, mais il y aura la porte du retour chez nous et que nous allons pouvoir travailler ensemble. À l'image des établissements de vente de repas, les hôtels de Ouidah ont aussi connu avant et pendant le festival un accroissement spectaculaire de leur clientèle. J'avoue que c'est depuis le 1er janvier que ça a commencé ici à la résidence MGA. On a eu beaucoup d'affluence, beaucoup d'étrangers. On s'est apprêté, tout s'est bien déroulé. On a satisfait les clients, on a fait du chiffre. Ici, spécialement, certains étrangers ont si bien profité de leur séjour à Ouidah qu'ils ont déjà fait des réservations pour 2026. Le groupe a pris 2 chambres chez moi pour le 9 et le 10. En voulant partir le 11, ils ont réservé 9 chambres pour 2 nuitées pour le Vodou Days de l'année prochaine. La preuve, à n'en point douter, que l'édition 2025 du Festival des Vodou Days a été une réussite. Allons à présent à la rencontre de Gérès, un petit gaucher en classe de CM2. Alors que l'usage de la main droite est ce qui paraît normal sous nos cieux, la société regorge de beaucoup de gauchers comme ce petit garçon. Bien qu'il soit gaucher, il figure parmi les plus brillants de sa classe. Découvrons-le ensemble dans ce reportage réalisé par Hugues Vingbe et Henri Ganti. Dans cette classe de CM2 d'un complexe scolaire privé de Cotonou, un élève se démarque. Gérès, contrairement à ses camarades, est gaucher. J'écris en classe, je balaye, je suis et à la maison, je travaille, je fais tout
avec la main gauche. Ce trait particulier du jeune garçon de 9 ans n'a pourtant rien d'extraordinaire pour son maître, qui s'en accommode plutôt bien. Père de gaucher, il est satisfait du rendement de son élève. Je l'apprécie beaucoup. Ça veut dire que j'apprécie les gauchers. Vous voyez, quand nous mettons les enfants au monde, ils viennent avec tout. Généralement, on dit que les gauchers travaillent. J'ai la preuve. Et avec mon petit et aussi avec Chérès, il s'en sort très bien. L'enfant bénéficie également de la protection et de l'accompagnement de ses géniteurs. Papa et maman ne me tapent pas parce qu'on est gaucher. Bon, d'abord, ça a été une surprise, mais après, bon, j'ai accepté la situation, et comme n'importe quel enfant qui a des signes particuliers dans ces moments, etc. Donc, ce n'est pas une surprise ni désagréable, mais tout compte fait, bon, j'ai dit, bon, on va voir ce que ça va donner dans la suite. Néanmoins, comme pour la plupart des parents, M. Nyekime Damien n'a pas manqué d'entreprendre des tentatives de dissuasion. J'avoue que oui, j'ai tenté qu'il utilise la main droite, mais chaque fois il a l'habitude de revenir sur la main gauche. Et c'est à ce moment-là que moi, je ne vais plus insister. Pour le spécialiste de la question, le choix de la main gauche par les petits écoliers peut avoir diverses explications. Déjà, il faut reconnaître que le choix d'une main, d'utiliser une main, ça dépend, c'est plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Déjà, ça peut être héréditaire, ça peut être du point de vue génétique, parce que là, je veux parler des gènes. Et aussi, ça peut être du choix de l'enfant. Il déconseille toute velléité de dissuasion. L'amener quand même à changer de main, c'est déjà agir sur l'enfant psychologiquement. Un enfant qui peut-être avec la main gauche excellait bien. Quand on commence à lui imposer la main droite, souffrez que cet enfant ne donne plus le même résultat qu'avant. Parce que même s'il connaît, il a la notion, libérer ça sur le papier avec la main droite, c'est maintenant il apprend en fait à utiliser la main droite. Donc il ne pourra forcément pas avoir le même temps de rendu. En ce qui le concerne, le père de Gérès est fier de sa progéniture dont il vante ici les aptitudes. Sans vous le cacher, avec sa main gauche, il écoute très bien. Vous ne dites pas que c'est un gaucher. Et sur le plan du sport, il adore le tennis, la boxe et aussi le foot. Donc, c'est un garçon qui anticipe vite. Voilà. Et ça déstabilise aussi ceux-là qui sont droitiers. Voilà, ce que les jeunes ne peuvent pas faire avec la main gauche, le fait rapidement. Il essaie avec la main droite aussi. Il est d'une polyvalence, disons, débordante. Il arrive à tout faire pratiquement. Voilà. Il invite par ailleurs les autres parents à soutenir leurs enfants gauchers. En effet, les personnes usant de la main gauche sont parfois mal vues dans la cité. L'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi a abrité mardi dernier une séance d'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la communauté universitaire. Cette rencontre vise notamment à s'imprégner du bilan de gestion de la première mandature de l'équipe rectorale installée suite à un appel à candidature. Elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée de Éléonore Yaïla Descamps dans les universités publiques. Compte rendu, Hugues Vingbe, Rachidi Soubero. Face à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et au recteur, le corps administratif, le personnel enseignant et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Au menu des échanges, l'appréciation du chemin parcouru depuis 2021, année d'installation de l'équipe rectorale. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de voir entre ce qu'on a voulu faire, ce qui nous a tant préoccupés, et que nous sommes mis ensemble, on dit ensemble on est fort. Est-ce que nous avons pu impulser une certaine dynamique? C'est sûr, mais oui, puisque moi j'ai vu des choses. Et donc c'est ça que je viens apprécier devant toute la communauté. Le point d'orgue de cette rencontre est la présentation du bilan de gestion du recteur Félicien Avlessi en fin de mandat. Nous avons réalisé des pavages de routes qui traversent à différents endroits l'université.
Cette communication est suivie d'une séance interactive au cours de laquelle l'assistance a soulevé plusieurs préoccupations auxquelles le ministre et le recteur ont apporté des réponses. Au terme de la rencontre, une descente est effectuée par les autorités sur les chantiers de construction des centres d'excellence de l'université et à Radio Univers, partiellement ravagé par un incendie le week-end dernier. Un an après son décès, la mémoire du journaliste émérite Jérôme Carlos est immortalisée par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Jérôme, ceci par l'instauration du prix d'excellence éponyme en hommage à cette icône de la presse béninoise. L'initiative ouverte pour la première moitié du mois de septembre de cette année a été lancée ce mercredi à Cotonou. C'était au cours de la toute première sortie de l'Observatoire pour le compte de l'année 2025. Le tribunal des pairs en a profité pour inviter les médias à leurs responsabilités devant l'histoire en termes de respect des règles déontologiques à l'occasion des échéances électorales en vue. Suivant Ulrich Vital à Rotongi, le président de l'ODEM. L'ODEM ouvre ses portes et sa bibliothèque aux médias, aux journalistes, pour véritablement s'abreuver aux sources intarissables des connaissances éthiques et déontologiques, retranscrites dans les livres, et ce, tous les jours, du lundi au vendredi, pour que les journalistes viennent s'informer et se former au siège donc, de l'Observatoire. Nos bureaux sont donc ouverts. Venez lire pour davantage vous préparer à ces échéances que nous trouvons capitales pour notre démocratie. L'Observatoire organisera ensuite des ateliers de formation et donc les personnes qui participent régulièrement aux points de presse et aux conférences de presse de l'Observatoire seront les personnes les mieux indiquées à être sélectionnées pour ces formations. Et l'Observatoire organisera donc ces formations sur des cas pratiques de couverture des élections et partagera donc les clés de succès de ces couvertures. Le nouveau code, pratiquement finalisé, fera l'objet d'une large vulgarisation portée par l'Assemblée spéciale des unions professionnelles, des unions des professionnels des médias, qui présentera bientôt la mouture finale à tous à travers une conférence de presse. Les élections générales de 2026 sont, aux yeux de l'Observatoire, un test pour que le journalisme de qualité au Bénin, et nous devons le réussir, ce test brillamment, pour que donc le journalisme de qualité soit révélé. Il était important pour nous de perpétuer l'immense héritage du feu journaliste émérite Jérôme Carlos, dont l'œuvre et le savoir-faire constituent une référence pour toutes les générations, particulièrement celles montantes. Pour cette première édition, il sera pris en compte les productions médiatiques allant de janvier à août 2025. Les prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias visent à récompenser le travail des professionnels des médias béninois, de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne, qui se sont distingués positivement par des productions et publications de qualité dans les domaines suivants: cohésion sociale, lutte contre l'extrémisme violent, démocratie, paix et liberté, environnement, éducation, inclusion, enfance, sport et santé, sécurité et protection des frontières nationales, femmes, violence basée sur le genre et leadership. La réception des dossiers est fixée du 1er au 16 septembre 2025, date de clôture à 15h00. Les lauréats sélectionnés par un jury indépendant recevront leur prix lors d'une grande soirée de distinction publique médiatisée au mois d'octobre 2025. La section béninoise du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Bénin, réagit après l'attaque terroriste meurtrière du 8 janvier 2025 au nord du Bénin, qui a coûté la vie à plus de 30 soldats béninois. À travers son coordonnateur national par intérim, le réseau a exprimé son indignation et rappelé pourquoi le WANEP Bénin s'intéresse à la question. Landry Gagné, coordonnateur national de WANEP Bénin, par intérim au micro de Wuliat Sanoussi. Je dirais simplement que tout individu, toute personne épris de paix
et de sécurité doit s'intéresser à cette menace qui touche notre pays. Et plus est un réseau comme OANEP Bénin qui s'intéresse aux questions de paix et de sécurité, qui travaille sur les questions de paix et de sécurité, s'intéresse à cette menace depuis des années. Et je dirais que OANEP est l'un ou le premier réseau à s'intéresser à cette thématique au niveau du Bénin. Et déjà en 2014, le réseau a déjà sorti un document d'alerte, un document d'analyse intitulé « Face à l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le Bénin est-il vulnérable ou résilient ?» Et en 2016, nous avons sorti un deuxième document d'analyse intitulé « Contre la menace terroriste, investir dans la résilience des communautés locales béninoises ». Donc vous comprenez que même avant la première attaque de notre pays, nous avons déjà fait des analyses par rapport à cette menace qui touche actuellement le Bénin. En plus de ces documents, nous avons sorti dernièrement également un document intitulé « Le Bénin face à l'extrémisme violent, apprendre de l'expérience des voisins pour domestiquer les réponses idoines de lutte efficientes ». Et après ces différents documents, je veux insister sur le fait que le OANEP au niveau régional a développé des indicateurs de suivi de cette menace au niveau de tous les systèmes d'alerte précoce. Et c'est pour ça que nous suivons au jour le jour cette menace qui touche le Bénin et qui touche la plupart des pays en Afrique de l'Ouest. Au niveau de OANEP Bénin, nous avons développé également un cadre d'action de lutte contre l'extrémisme violent que nous suivons et qui oriente nos actions dans ce sens. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.